Après la censure, TV Liberté subit de plein fouet une nouvelle attaque qui se veut mortelle. En 12 années d'existence, TV Liberté est devenue la première chaîne alternative de France. C'est un succès inédit, construit pierre après pierre, grâce à vous tous. 8,5 millions de vues mensuelles sur toutes nos plateformes. Plus de 1,5 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Plus de 1 million d'abonnés cumulés sur YouTube, entre la chaîne principale et nos formats courts. Une ascension fulgurante dans un univers médiatique verrouillé. Notre ambition était claire, marcher sur les brisées de la presse mainstream, c'est désormais une réalité en marche. Quand David affronte Goliath et que Goliath commence à vaciller. Mais ne nous leurrons pas, Goliath ne se laisse pas faire. Le succès de TV Liberté dérange. Notre liberté d'expression, nos révélations, nos coups portés à la Macronie et à l'extrême centre agacent les puissants. Résultat, nous sommes attaqués. La dernière salve est d'une violence inédite. Notre banque, celle qui nous hébergeait depuis 12 ans, vient de fermer l'ensemble de nos comptes sans préavis, sans justification, sans recours. C'est une attaque politique, un sabotage déguisé. Après les censures YouTube et l'ostracisme, nous sommes donc victimes d'une nouvelle forme de censure, la censure bancaire. Aujourd'hui en France, une banque peut rayer d'un trait de plume une structure légale, transparente, irréprochable au simple motif de lui nuire politiquement. Pas de faute, pas de procédure, pas de juge, juste le couperet, une exécution financière, une lettre de cachet moderne sur ordre politique. Cette opération a un objectif clair, nous empêcher de lancer notre campagne de dons. C'est donc un acte de guerre contre un média indépendant. Nous avons décidé de ne pas nous laisser faire, bien sûr. Depuis des jours, nous sommes tous mobilisés, avec une énergie incroyable pour trouver des alternatives et des solutions. Depuis ce jour, vous pouvez faire à nouveau votre don à TVL en toute sécurité. Nous avons tenu bon. Nous avons trouvé des solutions, mais au prix de pertes financières importantes. Des centaines de dons ont été impossibles à faire. Nos donateurs, par prélèvement mensuel ou par virement mensuel, sont invités à tout refaire leurs documents de soutien. Cette opération de censure porte évidemment un coup dur à TVL, au plus mauvais moment, celui où nous devons boucler le budget 2025. Cette opération de censure sera un échec total si vous répondez présent. Amis, envoyez tout de suite un don à TVL en réponse à cet appel. En réponse à cet appel, résistez, ripostez, défendez une chaîne libre. Ce n'est pas du chiquet. L'avenir de TVL dépend de vous. Ce n'est pas du chiquet. TVL est entre vos mains. Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Ce sont des idiots. Zelensky a hier soir fustigé les diplomates russes qui avaient participé plus tôt dans la journée négociée avec leurs homologues ukrainiens à Istanbul. Les Russes avaient proposé un cessez-le-feu de 2-3 jours pour retirer les corps des champs de bataille. Zelensky, lui, réclame un cessez-le-feu de 30 jours pour, dit-il, sauver des vies. Escalade verbale donc, mais surtout escalade militaire, alors que le SBU a frappé des aérodromes russes avec des drones. Pour parler de cette paix qui n'avance pas, eh bien je reçois un pacifiste, Nikola Mirkovic. Nikola Mirkovic, bonjour. Bonjour. Vous étiez dans le Donbass il y a quelques jours, Nikola Mirkovic. Vous avez fondé, rappelons-le, l'ONG Ouest-Est et vous avez publié récemment l'essai l'Amérique Empire. Nous allons parler de votre périple humanitaire. Mais avant cela, revenons sur ces négociations, si vous le voulez bien. Vous agissez pour la paix et j'ai besoin de votre réaction. Depuis 48 heures, les commentateurs favorables à Kiev,
plus tôt, estiment dans les médias que, je vais les citer, la meilleure façon pour l'Ukraine d'obtenir un accord de paix qui ne soit pas la capitulation demandée par la Russie et d'installer un rapport de force avec Moscou sur le terrain. Y croyez-vous, Nicolas Mirkovitch, mener une escalade pour mieux négocier tout en réclamant un cessez-le-feu? C'est un peu antinomique. Donc soit on poursuit la guerre et on se donne les moyens de mener cette guerre à bout. Donc c'est le souci de l'OTAN et de l'Ukraine maintenant quasiment depuis 2014, parce que je rappelle il y a d'abord une guerre civile entre Ukrainiens en 2014 et qui a été escaladée par l'invasion russe en 2022. Aujourd'hui, on voit que l'OTAN et l'Ukraine ont du mal. Donc on en parlera peut-être tout à l'heure, ils sont en train de planifier certaines actions sur le territoire russe qui sont des actions non conventionnelles. Et en même temps, ils disent qu'ils veulent la paix. Donc c'est un peu difficile. On voit qu'il y a un double discours et je crois que cela illustre qu'il y a dans le camp occidental, en tout cas atlantiste, deux têtes de file. Il y a une partie qui veut vraiment, derrière une partie de Trump, qui veut essayer de négocier la paix, qui veut négocier une fin de la guerre. Et on voit encore qu'il y a ces vieux faucons de guerre atlantistes qui sont à l'origine de ce coup d'État du Maïdan de 2014 qui pousse Zelensky à la guerre. Certains diraient même que Zelensky est une marionnette de ces personnes-là. C'est ce que disait Mykola Azarov, l'ancien premier ministre ukrainien. Et donc, il y a une espèce de conflit dans ce camp atlantiste et c'est pour ça qu'on voit ces deux discours. D'un côté, on veut la paix, mais d'un autre côté, on mène des opérations militaires sur le territoire russe. On demande plus de moyens pour lutter contre l'armée russe. Donc, c'est un peu compliqué de savoir quelle est la direction que le camp atlantiste veut prendre en ce qui concerne la Russie. Alors vous parlez des opérations dans la profondeur russe, loin sur le territoire russe, même jusqu'à Mourmansk, à presque 6000 km de la frontière ukrainienne. Visiblement, ce que Zelensky essaie de nouveau, par exemple après avoir tenté de s'emparer d'une portion de territoire russe dans la région de Koursk, c'est une action choc, une action symbolique. Cela peut-il cette fois marcher ? Selon vous, Nicolas Mirkovitch, là, plusieurs médias ont parlé d'un petit Pearl Harbor pour la Russie. Oui, alors, je ne sais pas si Pearl Harbor est le bon terme, parce que les instigateurs du Pearl Harbor ont regretté, je pense, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, leur attaque du 7 décembre 1941 sur le port américain. Mais cela mis à part, c'est une victoire tactique de la part des Ukrainiens et de l'OTAN. Il ne faut pas se leurrer. L'armée ukrainienne n'est pas capable de mener ce type d'attaque. Vous pensez, vous avez le sentiment qu'il y a quelqu'un derrière le SBU? Oui, on le sait, hein, ça a été, on a suffisamment de témoignages, même au sein de journaux très atlantistes comme le New York Times, comme le Washington Post, de l'implication directe de responsables militaires de l'OTAN auprès de l'armée ukrainienne. C'est un secret pour personne. Une attaque comme celle-ci, qui a été préparée sur de nombreux mois, sur plus d'un an, avec des matériels sophistiqués. Il faut des images satellitaires dont les Ukrainiens, a priori, ne disposent pas. Donc, il y a bien quelqu'un qui leur a fourni ces informations. Il y a des conseillers. Donc, je pense que ce type d'attaque est une victoire tactique. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est assez impressionnant. Des bombardiers capables de transporter des têtes nucléaires. Détruits par des petits drones. Par des drones, voilà. Si on compare le coût de ces bombardiers par rapport au coût des drones, c'est évidemment une victoire pour l'armée ukrainienne. Il faut leur accorder cela. Pour autant, est-ce que cela va changer la nature de la guerre? Non, je pense que ça va obliger les Russes à être beaucoup plus vigilants. Je pense que ça a excité l'aile guerrière côté russe. Il ne faut pas oublier non plus que Poutine a dans son entourage ou un peu plus loin, mais pas trop loin quand même, des personnes qui veulent qu'il intensifie la guerre en Ukraine, qu'il enlève les gants et qu'il emploie les moyens dont dispose l'armée russe pour avancer plus rapidement. Ça, c'est sûr et certain que cette partie-là de l'administration russe va demander des comptes. Comment est-ce que les Ukrainiens ont été capables de mener ça? Pourquoi est-ce que ces bombardiers n'étaient pas protégés? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'investissement dans des espèces de hangars en béton qui auraient protégé ces avions? Donc, je pense que c'est un coup tactique, mais c'est un coup qui intervient juste avant, la veille quasiment, des négociations de paix. Donc ça, c'est l'antinomie. Donc quel est le but? Je pense que le but est de montrer aux Russes qu'à partir de maintenant, le camp atlantiste qui veut la guerre est prêt à frapper n'importe où en Russie et est prêt à escalader. C'est pas du tout un message jusqu'à attaquer les vecteurs de la dissuasion nucléaire russe. On parle bien des avions, comme vous le dites, des bombardiers qui peuvent transporter des têtes nucléaires. Cela touche-t-il les intérêts vitaux de Moscou comme Non, ça touche le portefeuille, ça touche l'orgueil, parce que c'est humiliant, c'est extrêmement humiliant ce qui s'est passé là pour l'armée russe. Il va falloir se redoter de nouveaux avions, même si la Russie n'a pas besoin que de ces avions pour envoyer des vecteurs portant des têtes nucléaires. Ils peuvent le faire par des missiles, des sous-marins.
utilisés. Enfin, ils l'ont été, mais moins sans doute que des missiles ou des drones. Oui, et il leur reste encore beaucoup de bombardiers. Donc, c'est sûr et certain qu'il va falloir qu'ils remettent la main à la poche, qu'ils réfléchissent à la protection de leur base aérienne, même à 6000 km de la ligne de front. Donc, je pense que ça, c'était plus qu'un avertissement pour l'armée russe. Et il faudrait qu'elle en tire les conséquences et qu'elle réagisse par rapport à ça. Pour autant, ça ne va pas changer la stratégie russe, qui est claire depuis le départ. Je pense que c'est ça ce qui est important, c'est que... C'est-à-dire que ce que demandent les Russes disent qu'ils ne peuvent pas avoir une armée anti-russe sur sa frontière. Pourquoi ? Parce que quand on lit des livres d'histoire, c'est à travers cette frontière ukrainienne, enfin aujourd'hui qui fait partie de l'Ukraine. L'Ukraine, je rappelle que c'est une création du début du XXe siècle et que son indépendance est acquise que depuis 1991. Donc c'est un État récent, mais c'est à travers ces plaines qu'on appelle d'Ukraine ou de la Biélorussie quand on tentait d'envahir la Russie, les Suédois, les Polonais, les Lituaniens, les Français, les Allemands, 2 fois. Donc les Russes disent on ne veut pas d'organisation anti-russe. Et le problème, c'est que depuis le coup d'État de 2014... L'Ukraine hors de l'OTAN, l'OTAN hors de l'Ukraine. C'est exactement ça. La Russie demande la neutralité de l'Ukraine parce que c'est un territoire qui n'est pas neutre dans l'histoire de la Russie et avoir une organisation radicalement anti-russe, ce qui est le cas de l'OTAN. Au lieu de rentrer dans l'OTAN, l'Ukraine rentrerait dans une autre association, mais qui ne serait pas, ou organisation militaire, qui ne serait pas anti-russe. Il n'y aurait pas ce type de problème. Ce que disent les Russes, c'est qu'ils ne veulent pas d'armées hostiles sur leurs frontières. Ils ne veulent pas non plus de cet état d'esprit anti-russe qui est véhiculé partout en Ukraine aujourd'hui depuis 2014. N'oublions pas que l'Ukraine fait aussi partie de l'héritage russe, qu'il y a de nombreuses personnes vivantes en Ukraine aujourd'hui qui se définissent comme russes ou comme russophones. Lors des discussions des discussions de paix, les personnes dans les coursives parlent elles-mêmes en russe, dans la langue russe. Donc, ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'il y ait une mentalité anti-russe, comme la France n'accepterait pas, par exemple, qu'en Allemagne, il y ait de nouveau un état d'esprit anti-français. Aucun pays ne peut accepter que sur sa frontière, il y ait un sentiment qui vous soit radicalement hostile. C'est ce que disent les Russes. Et ils n'ont pas changé leur feuille de route d'un iota. Aujourd'hui, la seule chose qui a changé, c'est que comme ils ont conquis des territoires, ils disent, ces territoires, maintenant, on les a intégrés, ce sont des russophones, ce sont des Russes pour la plupart, et donc on les intègre, mais ils n'ont pas changé leur feuille de route. Et on voit que les Ukrainiens, aujourd'hui, ont un peu du mal à trouver une feuille de route ou une façon de négocier. Alors oui, les Ukrainiens ont du mal à trouver cette feuille de route. Alors, selon Reuters, vous avez évoqué la neutralité que Moscou exige. Selon Reuters, qui a eu accès au mémorandum, aux notes des diplomates ukrainiens à Istanbul, Kiev refuse, bien sûr, la reconnaissance des territoires annexée par la Russie, mais estime aussi qu'elle n'a pas à se voir imposer la neutralité que vous évoquez, à imposer la neutralité par la Russie. À votre avis, Nicolas Mirkovitch, l'Ukraine peut-elle tenir encore longtemps à tout refuser ? C'est le calcul, c'est ce que disent les Russes. Ils disent, si vous n'acceptez pas qu'on récupère ces 4 territoires qui, jadis, appartenaient à la Russie. Alors évidemment, il peut y avoir un débat, une discussion. D'ailleurs, il y en a un 5e qu'on n'évoque plus parce que c'est la Crimée. C'est la Crimée, oui. On a l'impression que ça, c'est déjà acquis. Mais ce que disent les Russes, c'est que si c'est pas... Et d'ailleurs, c'est ce que dit Alexei Orestovitch, qui est l'ancien conseiller de Zelensky. Il dit, si on ne se met pas d'accord sur la sécession de ces territoires à la Russie maintenant, ils en reprendront 7, 8, 9, 10 plus tard, parce qu'il y a encore d'autres régions majoritairement russophones, ou qui pourraient même être pro-russes, qui sont sous le contrôle de l'armée ukrainienne aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas accéder à cette demande russe maintenant, plutôt que de prendre le risque de voir les lignes militaires ukrainiennes s'effondrer, de voir le pouvoir ukrainien s'effondrer et que les Russes avancent jusqu'à Kiev et récupèrent Kiev, qui, dans l'histoire de la Russie, est la mère de toutes les villes russes, dans les chroniques de Nestor du Moyen-Âge. Donc je pense que au bout d'un moment, il faut faire un calcul, une décision. Zelensky, aujourd'hui, joue la partition des atlantistes qui veulent la guerre avec la Russie parce qu'ils ne veulent pas d'une puissance importante sur le continent eurasiatique, ils ne veulent pas d'une puissance qui n'achète pas américain et qui ne se plie pas aux directives américaines. C'est ça le fond de l'histoire. Vous savez, aujourd'hui, le problème qu'on a en France, c'est qu'on a une espèce d'élite politico-médiatique qui tient un discours qui ne correspond pas à la réalité. Même aujourd'hui, vous avez Keith Kellogg, qui est l'envoyé spécial de Trump, un ancien militaire, qui parle de cette guerre en Ukraine comme une guerre par procuration entre puissances nucléaires, les États-Unis et la Russie. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, parle d'une guerre par procuration entre la Russie et les États-Unis, comme Boris Johnson. C'est-à-dire qu'en dehors du monde européen, tout le monde reconnaît que c'est une guerre entre les États-Unis et l'OTAN contre la Russie. Il n'y a qu'en France qu'on parle de l'Ukraine. Jusqu'à combien de temps va durer l'Ukraine ? L'Ukraine de Zelensky
parce qu'il n'y a pas que cela, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ne sont pas pour Zelensky. L'Ukraine de Zelensky ne tiendra que tant qu'elle aura le financement, l'aide militaire, tactique et stratégique de la part des pays membres de l'OTAN. Alors Zelensky, il y a 48 heures ou presque, réclamait 250 milliards d'euros Oui. pour continuer ce conflit. Mais évidemment, si Trump semble moins répondre à ces coups de téléphone, cela repose sur les Européens, sur l'Union européenne. Oui. Je pense que la stratégie de Trump est la suivante. Trump ne peut pas financer des guerres dans le monde entier. Il doit répondre aux demandes des Américains d'augmenter le pouvoir d'achat. C'est la raison principale pour laquelle il a été élu. Aujourd'hui, il sait que pour augmenter le pouvoir d'achat des Américains, il y a pas mal de réformes qu'il doit mener aux États-Unis, qu'il a commencé. Les Américains ne vont pas voir les fruits de ces réformes tout de suite, mais un élément qui va aider Donald Trump, c'est s'il peut réduire ses dépenses budgétaires. Plus de 700 bases militaires américaines dans le monde ont un coût. Les guerres que les Américains mènent au Moyen-Orient, en Asie, en Europe, ont un coût. Donald Trump veut se retirer de l'Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'il veut les milliards de dollars que le contribuable américain ont versés dans ce tonneau des Danaïdes ukrainien ne vont rien rapporter aux États-Unis. Peut-être quelques terres rares ou je ne sais pas ce qu'ils vont découvrir dans la négociation qu'il y a eu qui a fait Washington. Et cet argent, ils veulent l'investir ailleurs, aux États-Unis ou peut-être dans d'autres zones de tension dans le monde, notamment en Asie. Le problème, c'est que Trump se rend compte qu'il n'est pas l'homme le plus puissant au monde et que son aile néoconservatrice, qui veut la guerre, qui veut alimenter le complexe militaire-industriel, veut maintenir l'effort de guerre en Ukraine pour contenir la Russie. Parce que tant que vous avez la guerre en Ukraine, eh bien, les Russes ne vont pas, au moins de moyens pour aller se déployer, pas forcément militairement, mais économiquement, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, parce que ça absorbe beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Donc, ils veulent fixer la Russie par cette guerre en Ukraine, et en même temps, ils se rendent compte que les Européens ne peuvent pas financer, ne peuvent pas continuer à aider, ni même armer l'Ukraine. Donc, on va se retrouver dans une situation où les Américains pourraient se désengager, les Européens prennent le relais et achèteraient américains. Donc, si vous voulez, ça serait bénéfique pour Donald Trump pourrait dire à son complexe militaire-industriel, regardez, c'est bon, vous avez quand même des commandements d'armes, sauf que nous, on va dire qu'on n'est pas impliqué là-dedans, on va certainement vous laisser quelques conseillers militaires, mais on se désengage et ça ne va rien nous coûter. Au contraire, ça va nous apporter de l'argent. Nicolas Mirkovitch, Donald Trump avait promis de résoudre le conflit ukrainien en 48 heures. Bon, visiblement, ça n'a pas marché. Ouais. 24 peut-être. Êtes-vous déçu, en fait, par Donald Trump, Nicolas Mirkovitch ? Quelque part, oui, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que on connaît la façon de faire de Donald Trump. Il fait des effets d'annonce, il dit qu'il va faire plein de choses. On sait que tout n'est pas vrai, donc il y a un peu à boire, à manger dans ce que dit Donald Trump. Aujourd'hui, le fait qu'il puisse régler la situation ukrainienne en 24 heures, c'était évident que ce n'était pas possible. Ça, j'ai jamais cru. Et je sais que la raison profonde est la suivante, c'est que Trump négocie avec Poutine par leurs intermédiaires interposés beaucoup d'autres choses qui ne concernent pas que l'Ukraine. L'Ukraine n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ils vont négocier sur le nucléaire, sur les terres rares, sur le commerce, sur l'Asie, sur l'Afrique, sur l'Arctique. Donc du coup, ils vont parler de tous ces sujets-là. Et l'Ukraine est un des éléments de ces négociations. Donc forcément, ça va prendre du temps. Je pense aussi, de nouveau, que Trump se rend compte qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Le président américain a un entourage administratif, militaire, économique, qui lui met la pression, Et plus Trump va tarder à trouver une solution en Ukraine, plus il va se décrédibiliser aux yeux du peuple américain qui va dire « Attendez, non seulement on attend que vous augmentiez le pouvoir d'achat, mais en plus vous avez dit que vous allez régler le problème en Ukraine. Non seulement on voit que le problème n'est pas réglé, mais qu'en plus la guerre a l'air de se rapprocher d'un affrontement nucléaire. » Donc on peut parler d'un peu de déception, mais si on garde la tête froide, ce genre de négociation prend du temps. Donc je pense qu'il faut laisser un peu de temps en temps. Alors, durant les négociations, pour revenir là-dessus, la Russie exige le retrait des troupes ukrainiennes des 4 oblasts aujourd'hui âprement disputés et veut résoudre, dixit, les causes profondes du conflit. Kiev, de son côté, rappelons-le encore, demande un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours pour lancer le processus diplomatique. Moscou n'en veut pas. Parmi ces deux revendications, laquelle vous semble la plus connectée aux réalités du terrain, selon vous ? La première chose, c'est que les Ukrainiens demandent un cessez-le-feu de 30 jours. Les Russes ne peuvent pas y croire. Il y a eu des accords de Minsk, Minsk 1, Minsk 2, des accords de paix signés en 2015 qui prévoyaient, je le rappelle parce que c'est extrêmement important, à l'époque, un cessez-le-feu, un retrait des armes lourdes de la ligne de front, la reprise du contrôle des frontières des oblasts de Donetsk et de Lugansk par l'Ukraine,
et entre autres aussi à une autonomie qui aurait été donnée à ces deux régions. C'est-à-dire que si ces accords avaient été respectés, et je rappelle que la France, l'Allemagne, la Russie étaient garants de ces accords, eh bien, l'Ukraine aurait pu s'éviter la guerre. Et malgré ça, Boris Johnson débarque en disant non, les atlantistes n'ont pas permis à Kiev de mettre ça en place. Et quand la guerre s'est enclenchée, on sait que de nouveau Russes et Ukrainiens ont négocié. Les atlantistes sont arrivés en disant vous arrêtez. Et il y avait les accords en 2022. Donc les Russes ne font plus confiance dans le terme de cessez-le-feu parce qu'ils savent que ça va permettre à l'armée ukrainienne qui est en train de reculer, de perdre sur le front militaire aujourd'hui, ça va leur permettre de se reposer, de faire des manœuvres de troupes et de se réorganiser. Donc les Russes n'en veulent pas. Les Russes eux disent nous on va garder les territoires qu'on a gagnés. On a perdu des milliers, peut-être des centaines de milliers d'hommes dans ces guerres-là. On veut garder ces territoires. Ce sont des territoires qui, de toute manière, se sont levés contre Kiev quand il y a eu le coup d'État de 2014. Au moins pour le Donbass. Au moins il y a eu d'autres régions, même en dehors du Donbass, qui se sont levés. Le Donbass, ils ont réussi à garder leur autonomie, ils se sont battus militairement, ils ont réussi à empêcher l'armée ukrainienne. Mais il y a eu d'autres régions, vous savez, même à Odessa, ils se sont soulevés, à Slaviansk, qui sont dans d'autres grandes villes, Kramatorsk, d'autres villes se sont soulevées. La maison des syndicats à Odessa a traumatisé les opinions exactement, russes. Et ces républiques autonomes n'ont pas réussi à battre l'armée ukrainienne. Mais il y a, de la part d'une partie de ces Ukrainiens, la volonté de ne plus être soumis à Kiev et de poursuivre l'aventure avec Moscou. Donc, je pense que c'est plus crédible et je ne vois pas comment les Russes feraient marche arrière sur ces territoires-là. L'occasion est passée, le train est passé, il fallait mettre en place les accords de Minsk II. Donc, on peut comprendre que pour certains, ce soit un peu compliqué à accepter, mais il faut regarder l'histoire de cette région, il faut regarder l'histoire de ces peuples, il faut regarder aussi la volonté de ces personnes-là. Vous n'avez pas des manifestations en Crimée aujourd'hui de personnes qui disent qu'ils veulent à tout prix revenir en Ukraine. C'est tout le contraire que l'on voit. Donc je pense qu'aujourd'hui, le cessez-le-feu par un traité de paix qui prenne en compte les intérêts des uns et des autres, et le premier des intérêts, c'est de mettre fin à cette guerre, eh bien, il vaudrait mieux s'arrêter aux régions déjà conquises par les Russes. Comme le dit Alexei Arestovitch, je le rappelle, l'ancien conseiller de Zelensky, il vaut mieux céder ces territoires maintenant que d'en céder plus tard. Vous savez, c'est l'avenir de l'Ukraine tel qu'on a pu le connaître, qui est une construction artificielle. Je le rappelle, c'est extrêmement important parce qu'on ne parle pas non plus de la Transcarpathie, de la minorité roumaine, de la minorité hongroise, et qu'il y a même la velléité d'une partie des Polonais de récupérer la Galicie, la Volhynie. Toutes ces raisons historiques remontent à la surface à l'occasion de cette guerre. L'Ukraine et c'est une des raisons pour lesquelles l'Ukraine est aussi fragile. C'est une construction récente. Aujourd'hui, que veulent les Ukrainiens qui veulent aujourd'hui encore garder l'Ukraine? Est-ce que c'est le territoire? Est-ce que c'est un peuple? Est-ce que c'est un pays? C'est extrêmement compliqué. Mais aujourd'hui, tant qu'ils seront conseillés par des atlantistes dont le but n'est pas de sauver le peuple, les Ukrainiens, on pourrait parler vraiment des peuples ukrainiens ou des peuples qui habitent en Ukraine, tant que leur volonté est de se battre contre la Russie, eh bien, le risque est chaque jour plus grand de voir l'Ukraine un jour définitivement disparaître. Parce que si le problème à la fin, c'est qu'à Kiev siègent des personnes qui sont complètement anti-russes, eh bien les Russes vont dire on va se battre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de mentalité, d'esprit radicalement anti-russe sur notre frontière. Nicolas Merkovitch, j'aimerais vraiment évoquer votre déplacement dans le Donbass il y a quelques semaines. Mais avant cela, j'ai quand même une autre question. Encore un dossier qui remonte à la surface. L'Ukraine, aux négociations d'Istanbul, l'Ukraine demande le retour de plusieurs milliers, 19 000 d'ailleurs, enfants qui auraient été kidnappés par la Russie dans l'est de l'Ukraine ou à l'est de l'Ukraine, vous choisissez. Donc Kiev accuse formellement Moscou d'avoir volé en fait des enfants. La Russie rétorque que ce sont des allégations fausses, que ces enfants ont été mis à l'abri des zones de combat. L'affaire n'est donc pas neuve, elle date presque du début du conflit. Doutez-vous des arguments de l'une ou de l'autre partie sur ce dossier particulièrement sensible? Non, je pense que, vous savez, en cas de guerre, il y a des familles qui sont déchirées. Moi, je connais des personnes dont les familles se retrouvent chacune d'un côté de part du front de la frontière. Vous avez des militaires qui vont entrer dans un village qui a été bombardé ou qui a été attaqué, quel que soit le camp. Vous avez des personnes qui sont parties dans plein de directions différentes. Et parfois, il y a des enfants qui sont abandonnés. Il y a des familles qui sont séparées. Donc ça, c'est un fait. Ça ne concerne pas des dizaines de milliers d'enfants. Ça, c'est clair et net. Ce sont des aléas terribles, dramatique de la guerre, mais vous avez aussi des orphelinats, tout simplement, c'est des orphelinats où des enfants, quand la guerre se rapproche d'une ville,
Les Russes et les Ukrainiens font la même chose. N'importe quel État fait ça. Il enlève de la ligne de front les plus fragiles. Et donc, qu'il y ait des discussions aujourd'hui entre Moscou et Kiev sur le retour de personnes qui sont typiquement des enfants, que peut-être des parents de l'autre côté de la ligne de front voulaient récupérer, qui étaient dans des orphelinats, c'est en cours. Et la Russie a déjà renvoyé à Kiev plusieurs enfants qui étaient identifiés comme qui avaient des parents qui avaient clairement montré leur désir de les récupérer. Donc c'est une discussion. Je pense qu'il y a eu beaucoup de communication, de propagande autour de ce sujet, des dizaines de milliers d'enfants. Je pense qu'on est loin de ça, qu'il y ait des cas d'enfants à gérer. Oui, c'est clair, mais je rappelle que ça marche un peu dans les deux sens. Et je sais aussi que côté russe, ils ont rapatrié en effet des orphelins pour les éloigner de la ligne de front, quoi. Donc, mais ces enfants étaient dans des orphelinats, n'étaient pas juste abandonnés, n'étaient pas dans les écoles. Alors, ligne de front, vous y étiez il y a quelques jours dans le Donbass. Vous étiez sur le terrain, Nicolas Miakovic, avec votre association Ouest-Est. Nous voyons là d'ailleurs des images de votre périple. Que vous ont-ils dit, les habitants du Donbass, cette fois-ci? Le discours a-t-il changé depuis le temps que vous y allez? Oui. Je ne veux pas dire 10 ans, mais presque, 11 ça fait 8 ans. Depuis décembre 2014, ouais. Quand la guerre a commencé, et je me suis rendu compte à ce moment-là que ce qui se passait en Ukraine allait être explosif si on ne réglait pas le problème rapidement. Donc c'était en décembre 2014 que j'ai fait ma première mission humanitaire à Lugansk. Ce qui a beaucoup changé, c'est qu'on voit que la ligne de front, c'est quand même considérablement éloigné d'une grande ville comme Donetsk, que je connais bien. Je connais Donetsk, je connais Lugansk, j'ai sillonné l'ancienne ligne de front qui faisait 400 km, qui est maintenant beaucoup plus grande, en long, en large, en travers. Et on voit que la ligne de guerre s'est éloignée. Il y a beaucoup moins de troupes visibles dans une ville comme Donetsk. Et plus que jamais, vous avez vraiment l'impression d'être dans une ville européenne normale. Ça, de temps en temps, vous allez voir des bâtiments qui ont été détruits. Ça, il y a encore des restes de ça. Mais il y a eu beaucoup d'efforts de faits pour... Et ça, j'ai vu ça tout au long de la guerre. Même au moment où on entendait vraiment les bombardements sur la ville ou pas loin, on voyait bien qu'il y avait des efforts pour garder la ville, donner un aspect propre. Eh bien, là, on est encore plus loin que ça. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un gros effort d'investissement. On voit beaucoup de travaux, énormément de travaux. Et on parlait même à des personnes avec lesquelles on travaillait sur place qui se réjouissaient parce qu'il y avait de nouveau des bouchons. Alors que c'était avant, on pouvait circuler la ville, il n'y avait jamais de bouchons. C'était pas la chose que moi je m'attendais à voir, mais ils étaient contents parce que ça voulait dire qu'il y a de l'activité. Des personnes qui ont quitté la ville reviennent, ils sont en train de refaire les canalisations, ils sont en train de réinvestir. Donc ça, c'est pareil. C'est une des raisons aussi qui montre que je pense que les Russes ne vont jamais laisser partir ce genre de ville parce que ils ont recréé un climat de confiance en disant voilà, les universités fonctionnent, l'administration fonctionne, il y a de l'eau, il y a de l'électricité, il y a de l'eau courante, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2 ans où il fallait se doucher ou se laver à l'eau froide selon les heures de la journée. Quand on avait la chance, là, il y a de l'eau courante. Donc là, une ville comme Donetsk reprend on va dire une allure normale. En revanche, dès qu'on quitte Donetsk, dès qu'on se rapproche de la ligne de front, là, c'est clair, ce sont des villages qui sont complètement rasés. On est allé faire des distributions dans plusieurs grandes villes qui étaient sur la ligne. Distribution de quoi les civils ont-ils besoin, principalement? Alors, quand on va aider à Donetsk, les hôpitaux. Les hôpitaux, on aide les hôpitaux. Vous savez, on est arrivé dans l'hôpital numéro 1 de Donetsk, c'est son nom. On apportait un lit médicalisé. Alors, en France, on a l'habitude de voir des lits médicalisés avec des télécommandes qui bougent la tête, les pieds, tout ce que vous voulez. On n'avait pas ce type de moyen-là. On a apporté un lit médicalisé manuel, c'est-à-dire que ça fait le résultat est le même, mais c'est une infirmière qui doit tourner une manivelle. Mais déjà, c'est beaucoup mieux que de rappeler une collègue de pousser le corps pour faire un traitement, etc. Et quand on a apporté ce lit médicalisé, vous avez vraiment tous les infirmières qui sont sortis pour regarder ça, parce que c'était une révolution dans un endroit où il y avait que des lits plats classiques. Donc ça, ce type d'aide qu'on amène, on a amené des électrocardiographes, on a amené aussi un appareil pour permettre de faire des biopsies, parce que ça permet d'avoir une analyse qui est beaucoup plus fine du problème du patient. Ça, avec ce genre d'investissement, on peut aider des centaines, voire même des milliers de personnes. Donc ça, c'est vraiment important. Et sur la ligne de front, on apporte de la nourriture. De la nourriture. On a dévalisé un supermarché. Le supermarché là-bas, c'est comme chez nous. Vous savez, les rayons sont pleins. Vous vous rendez même pas compte que vous êtes en zone de guerre. Mais vous faites 30 km vous allez à 30 km de là. Et là, vous avez des personnes qui survivent, qui n'ont pas d'eau courante, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de fenêtre. Et là, on a apporté cette fois-ci essentiellement des produits laitiers. Du lait, du kéfir, du fromage, des yaourts. Parce que ça, ils n'en ont pas. Quand ils ont de l'aide alimentaire, on leur apporte souvent des pâtes, du riz. Et donc, du coup, avec de l'eau qui réchauffe, eh bien, ils arrivent à se faire ça. Mais ils ont
pas de produits frais, quoi. Des fruits et légumes aussi. Donc ça, c'est ça ce qu'on apporte à ces personnes-là. Certains diront que c'est symbolique, mais enfin bon, ça permet quand même aux personnes de se nourrir. Et les personnes sont contentes, et elles sont contentes aussi de voir qu'il y a des Français qui viennent. Parce que mine de rien, la France est encore aimée. On a interviewé une dame qui nous a fait une petite vidéo qu'on a mise sur notre site internet où elle dit que voilà, elle espère que les Français vont comprendre ce qui se passe sur place, qu'il n'y a pas de haine pour le peuple français. Ils nous disent qu'ils font la différence entre le pays légal et le pays réel. Et ils chantent Aznavour, Mylène Farmer. Enfin, il y a l'espèce, c'est quand même assez. On est dans une situation où tout est détruit. Il y a plus rien. Il y a vraiment une zone de guerre. Ils sont en train de chanter Mireille Mathieu. Donc ça fait quand même assez. Mais ça montre que voilà, il y a cette volonté de paix et cette distinction entre voilà ceux qui veulent la guerre et ceux qui veulent la paix. Je pense que ce sont des éléments forts et c'est un message fort qu'on apporte à ces personnes qui en plus sont contentes de pouvoir avoir un peu de bonne nourriture de temps en temps dans leurs assiettes. La France est encore aimée. Eh bien, Nicolas Mirkovic, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous avez fondé l'association, l'ONG Ouest-Est, et que vous avez aussi publié l'essai L'Amérique Empire. Nicolas Mirkovic, merci encore. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Surtout, n'oubliez pas de commenter et de partager et d'aimer cette émission pour qu'elle gagne en visibilité. Merci à tous et à bientôt.